Où en sont les taux de crédit immobilier à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en juin 2024 ? Eh bien, réponse dans un instant. Cet épisode est fièrement propulsé par le cabinet d'avocats Laurence Alziari à Nice, votre spécialiste du droit commercial et immobilier. Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier ? Il faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une experte en crédit immobilier, ça peut toujours servir, Alessandra Michelan de la Centrale de Financement Réseau de Courtiers National. Alessandra qui est basée, comme moi, à Nice, sur la Côte d'Azur. Et donc, quelques données, quelques chiffres encourageants en ce début d'été 2024. Bon, à confirmer, à voir, puisque au moment où on enregistrait, on apprenait, comme vous, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et donc cette période d'incertitude qui commence une de plus. Allez, on débute cet entretien. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. On démarre donc cette discussion. Bonjour Alessandra. Bonjour Jean-Christophe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des points positifs, il y a des interrogations. On part de loin, si on se remémore les années, il y a encore 18 mois. Voilà, nous avons connu, on va dire, une époque bénie, il y a encore 4-5 ans, où les taux étaient tellement bas, même ceux qui ne voulaient pas forcément acheter, ou qui pouvaient même payer cash, faisaient des prêts. Oui, on était à 1%, 0,90. L'argent facile. L'argent facile et gratuit surtout. Et pas cher. Gratuit. Donc bon, c'était super, parce que bon, on était, là c'était le feu, c'était le feu partout, les dossiers, on croulait sous les dossiers, les banques aussi croulaient sous les dossiers. Actuellement, donc les choses ont un peu changé. On est quoi, à 4 fois au-dessus, il y a 18 mois? Ah oui, on est bien 3 fois et demi au-dessus. Ouais. Il y a eu un pic à l'automne dernier. Voilà, jusqu'en décembre 2023, on a eu un pic, on a dépassé la barre des 4, on a même atteint des 4,20, 4,30 sur 25 ans, évidemment, sur les périodes longues. Mais bon, il y a des choses qui sont passées. Les banques ont pas mal changé leur vision des choses, à voir que le marché était tellement bloqué, se sont organisés, ils ont mis sans doute un petit peu de temps. Donc on a eu quelques dossiers qui ont été sacrifiés, mais qui n'ont pas pu passer, mais qui aujourd'hui on va regarder différemment, qu'on va pouvoir donc mettre en avant certains points positifs. Nous, notre rôle à la centrale en tant que courtier, on est justement là pour regarder, on est les avocats de nos clients, donc on met vraiment en avant les points positifs, on met tout en perspective pour pouvoir vendre, entre guillemets, à nos fournisseurs banques les dossiers de nos futurs clients. Donc, Bon, faut dire qu'on travaille main dans la main, alors pas forcément toujours avec la centrale de financement de mon côté, mais en tout cas quand des clients acquéreurs ont besoin d'un crédit, parfois ils passent par leur propre banque, par d'autres courtiers. Bien, donc là, on a eu ce pic qui a frôlé les 5% à l'automne dernier. 6 mois plus tard, on est là au tout début de l'été 2024. Oui. On en est où en termes de chiffres en fonction des revenus des emprunteurs? Donc, vous le savez, donc les taux, en fait, on va parler de la durée des primo-accédants, c'est souvent 25 ans. Actuellement, sur 25 ans, on a des taux qui vont du 4,10 encore. Oui. Hors assurance, Oh, toujours, oui. Je parle hors assurance jusqu'à 3,50. Il faut nuancer. Les banques qui font du 4,10, c'est qu'à côté, pour les primo-accédants, ils ont mis en place des produits boosters, c'est comme ça qu'ils les appellent. Les primo-accédants ont accès à des enveloppes de prêts, souvent c'est du 20 000, à 0%. D'accord. Voilà. Et parfois, il peut y en avoir plusieurs. On peut faire 2 fois 20 000 sur les primo-accédants, sur le neuf, par exemple, qu'on essaye d'aider au maximum. D'accord. Donc, du coup, on voit que les taux moyens sont plutôt à 3,50, 3,70. Donc, voilà. Retenez comme chiffre, actuellement, aujourd'hui, au jour où je vous parle, 3,70 sur 25 ans, c'est un bon deal. Ou pour d'autres. Alors, d'autres... Les secondos. Voilà. Les secondos, on ne regarde pas tellement ça, on regarde clairement, on va regarder à leur revenu. Les revenus et l'apport. Le revenu et l'apport. Alors l'apport, sincèrement, les banques vont clairement du 100% sans problème. J'ai entendu aujourd'hui, parfois... c'est revenu. Oui, 100%. On n'a jamais arrêté à la centrale, on a toujours financé du 100%. Ce qu'on va regarder toujours, c'est le niveau d'endettement. Donc les critères du comité à la stabilité financière, les 35%. Les 35% sont toujours là. Mais heureusement, on commence à faire des dérogations.
Lorsque le reste à vivre est suffisant, lorsque le potentiel est là, pour les jeunes par exemple, les banques sont prêtes à déroger maintenant, chose qui était totalement aujourd'hui, impossible. Est-ce qu'il y a, j'imagine que, comme partout à l'heure, il y a de la concurrence entre les établissements bancaires. Oui. Est-ce que certains rouvrent les vannes plus que d'autres? Oui, mais j'ai envie de dire, cette année, là, premier semestre, tout le monde ouvre les vannes. Tout le monde. Il y a des acteurs qui avaient disparu pour des raisons autres. Par exemple, il y a eu la fusion entre la Société Marseillaise de Crédit et Société Générale. En pleine fusion, ils n'étaient plus là. Donc là, ils sont revenus en force, très dynamique. Et HSBC, vous savez maintenant, c'est devenu le CCF. Crédit Commercial de France, donc pareil, ils sont revenus en force. Et les acteurs historiques sont toujours là et toujours très dynamiques. La Caisse d'épargne, le Crédit, bien sûr, le Crédit Agricole, très très fort. Ils sont toujours numéro 1, toujours là pour tous les profils clients, clairement. L'intérêt pour un emprunteur de passer par un courtier comme le vôtre à la centrale de financement, est-ce que vous avez des accords avec toutes les banques ou certaines? Oui, alors ça c'est parce que nous sommes une enseigne nationale et qu'on a tenu la barre là où la tempête faisait rage. Donc on a conservé toutes nos conventions bancaires, toutes, sans exception. Donc c'est notre force lorsqu'un emprunteur vient nous voir et qui veut dire « moi j'aimerais bien rester auprès de ma banque ». Je dis « mais il n'y a pas de problème, vous allez la garder. Mais par contre, on fera en sorte qu'il vous fasse la meilleure des offres. » Parce que en allant voir les concurrences, on va pouvoir challenger. Donc l'emprunteur, il n'est pas tout seul avec son petit dossier à la merci de son conseiller qui va faire ce qu'il a envie de faire. Là, il a la force derrière d'un broker, donc d'un courtier, d'un intermédiaire, d'un courtier qui est là avec pour mettre la pression. Avec toute la compagnie qui mettra la pression. On est sûr que notre client aura la meilleure des offres, même si c'est sa propre banque. Voilà, si c'est sa propre banque, est-ce qu'il y a la tentation pour un emprunteur de passer en direct avec sa banque et de se dire finalement... il pourra toujours, il pourra toujours, mais il ne sera pas traité de la même manière. Pas forcément, il n'a pas cette garantie. Il a quoi donner en échange? Il a quoi comme force de proposition? Déjà, nous, il faut savoir, ça je vous apprends rien, les courtiers, on a accès à des taux négociés. Nous avons des grilles préférentielles. Donc c'est avec ces grilles que nous pouvons traiter et nous pouvons savoir à quel moment il est temps d'aller voir cette banque ou plutôt qu'une autre. Parce que les banques ne sont pas compétitives tout le temps, toute l'année. Et en même temps. Donc ça change. Il y a des saisons. Voilà, le même dossier, s'il arrive au mois de février ou il arrive au mois d'octobre, ça ne sera pas la même banque. Pourtant, c'est le même client, c'est le même salaire, c'est la même situation. C'est parce que les banques, c'est aussi des entreprises. Il y a des moments où elles ont fait leur chiffre d'affaires, des moments où elles sont en manque, des moments où elles ont des gens qui sont plus ou moins en formation ou que sais-je, en congé. Donc, elles sont plus ou moins disponibles. Donc voilà, tout ça, on sait parce qu'on le suit au quotidien. Donc voilà. Alessandra, Michelan, de la centrale de financement dans ce podcast Avenue Gustave V. Bon, tu sais que moi je suis agent immobilier aussi et que je traite en particulier des dossiers avec de la clientèle étrangère. Oui. Comment ça se passe pour des clients étrangers? Alors ça tombe bien, c'est notre spécialité. Bien. Voilà, c'est venu naturellement. On est quand même dans le corridor à Nice, donc voilà, on passe devant avenue de Verdun. Voilà, on est là. Ici, on a la mer pas loin. On a la mer pas loin. Juste pour les auditeurs. Moi, je suis d'origine italienne. Je parle couramment italien. Je parle anglais couramment. C'est déjà pas mal avec ça. Je parle pas le russe. Je m'y mets, mais bon, c'est encore loin. Donc voilà, avec ça, en principe, on arrive à satisfaire toutes les nationalités. Et on peut faire des crédits et des emprunts quand on est étranger. Mais bien sûr, les non-résidents, en fait, il faut savoir que lorsqu'un étranger veut acheter en France, les banques du pays ne peuvent pas prêter. Puisque la caution ne pourra pas être prise en dehors de leur pays d'origine. Donc c'est forcément les banques françaises qui pourront le faire. Et pour cela, on a un panel de banques. Bon, on n'en a pas autant que pour les résidents. Qui sont spécialisés quand même. Qui sont spécialisés ou qui ont un petit bureau, qui ont quand même une expertise en interne, qui peuvent traiter ce type de dossier. Après, les modalités changent. Forcément, les modalités changent. La première chose qui change, c'est clairement l'apport. On va demander à ces gens-là, on ne fera jamais du 100%, ou dans des rares cas, on a aussi des solutions à 100%, mais bon, c'est plus confidentiel. En gros, on va leur demander, pour minimiser le risque, pour la banque, qui quelque part peut pas faire de saisie sur salaire, sur un non-résident, on va demander à ce que l'apport soit pour la zone euro, en règle générale, c'est 30%, 15% pour les plus spécialisés, on va dire, et 50% lorsqu'on est hors zone euro. D'accord. Voilà. Et pour cela, est-ce qu'il faut que ces clients-là aient déjà une résidence secondaire en France, par exemple? Absolument pas. Non, ça sera des primo-accédants en France. Ils achètent pour la première fois leur résidence en France. On a parlé tout à l'heure des primo-accédants.
Bon, moi je constate aussi qu'ils ont disparu des radars et ça peut se comprendre ces derniers mois. Oui, ça va revenir. On y croit. En tant qu'intermédiaire immobilier, moi j'ai vraiment la conviction aujourd'hui que les clients, quels qu'ils soient, les vendeurs, les acquéreurs, connaissent presque mieux que moi, ou en tout cas pensent connaître mieux que moi le métier et le marché. Est-ce que pour les crédits immobiliers, c'est un peu la même chose? Est-ce que tu sens que les clients viennent avec déjà une idée bien précise en tête? Alors, en fait, on va regarder vraiment leur dossier dans leur intimité, puisque nous, en gros, on va éplucher leur compte. Clairement, ces gens-là, souvent, il faut qu'ils passent par un prêt-relais. Bon, prêt-relais, ça fait peur. Ça faisait peur avant, alors que c'était pas la peine, puisque les taux étaient très bas, même pour un prêt-relais. Là, clairement, un prêt-relais, ça se calcule. On rappelle les modalités d'un prêt-relais. 2 ans pour rembourser. 2 ans pour rembourser la ligne de prêt-relais, qui, la plupart du temps, correspond à 70% de la valeur nette vendeur. On joue carte sur table. Et c'est pas la peine. Estimé au plus bas quand même. Non. Sans être... Les banques vont faire leur propre estimation. Donc les banques elles-mêmes. Donc c'est très bien pour vous, qui êtes justement au fait de tout ça. Ouais. C'est pas la peine qu'ils surestiment eux-mêmes, qu'ils fassent leur prix. De toute façon, c'est la banque qui va faire l'estimation. Et là, souvent, ils redescendent sur terre. D'accord ? Donc la banque va faire une ligne de prêt-relais qui sera donc de 70% de cette valeur-là. Imaginons un appartement à 300 000 euros, la banque va l'estimer... On va l'estimer à 300 000, on va dire que c'est le vrai prix, c'est pas trompé. Okay. La ligne de prêt-relais sera de 70% de cette valeur-là, donc 210 000. Après, ça dépend de leur revenu, hein. Mais effectivement, il faut qu'ils aient ensuite le reste du prêt en prêt classique, long terme, 20 ans, 25 ans, ça dépend de leur âge et de ce qu'ils veulent faire. Donc ils ont max de 24 mois pour vendre. Ils remboursent la ligne de prêt-relais. Avec la queue, on va dire le reliquat de leur vente, ils peuvent réduire d'autant leur prêt long terme, et donc il leur reste la mensualité du delta sur le reste de l'année, sur les 10 ans, 20 ans, ce qu'ils veulent. Moi, ce que je sens de la part des vendeurs, d'ailleurs, quand on leur propose cette solution du crédit relais, alors certains ont une idée un peu ancienne et du risque et des modalités, c'est qu'ils se disent, oui, mais pendant peut-être, 6 mois, 8 mois, je vais avoir des remboursements majorés. Oui. Et c'est une vérité. Alors, c'est une vérité, mais clairement, en France, on a cette règle. Alors, parfois, on râle même beaucoup. La règle des 35%, il ne faudra pas y déroger, ou pas de beaucoup pendant... Donc, quelque part, si jamais leur période de prêt-relais dépasse de trop ces 35%, clairement, la banque va refuser. Eh oui. Donc, en fait, il y a un garde-fou pour eux. Donc non, ce qui va se passer, il y a pour certaines banques ce qu'on appelle un achat-revente total. Donc en gros, les intérêts qu'ils doivent payer pendant ce laps de temps, on peut faire un différé total, c'est-à-dire les reporter. Ils ne les payent pas. C'est pas cadeau, hein. La banque les garde sur un petit bout de papier. Bien sûr. Mais ce sera échelonné sur la durée du prêt. Voilà. Et à la fin, au moment où il faut tout rembourser, la banque va dire OK, tu rembourses et tu me dois les 6 mois de crédit que tu n'as pas payé, et tu me les rembourses aussi. D'accord. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Ah oui, c'est une possibilité aussi. En revanche, pour des clients, j'ai eu ce cas de figure, des clients qui avaient acheté il y a moins de 5 ans. Et qui veulent aujourd'hui revendre. Oui. La possibilité du crédit relais, c'est pas... En fait, c'est que finalement leur pouvoir d'achat a tellement diminué que avec l'argent qu'ils ont à disposition pour pouvoir racheter, ils ont trop perdu. Ils vont finalement racheter le même appartement qu'ils ont déjà. Mais c'est pas une question de prêt-relais, ça. C'est pas, même pour ceux qui font ce qu'on appelle une vente en cascade. Oui. Donc vente en cascade, en gros je vends aujourd'hui, cet après-midi j'achète, donc ça se fait chez le notaire directement, mais le futur prêt qu'ils vont faire, s'ils n'ont pas eu beaucoup le temps de rembourser le capital, parce que 5 ans comme tu dis c'est très court, ils ont surtout payé les intérêts, donc ils ont tout à rembourser, ils se rendent compte qu'ils doivent faire quasiment le même prêt, mais avec peut-être le prix du marché qui a augmenté, et puis surtout le taux d'aujourd'hui qui leur a fait perdre énormément en pouvoir d'achat. Donc ils restent chez eux. On estime à combien la perte de pouvoir d'achat pour les gens qui auraient acheté il y a 5 ans par exemple, donc en 2019. Il y a quelqu'un, il y a un agent immobilier un jour m'a fait cette image que je trouvais drôle, mais c'est vrai, il a perdu une pièce. Oui. Il a perdu une pièce. Voilà, il aurait pu acheter un 3 pièces, il n'achète plus qu'un 2 pièces.
Voilà, ça c'est Dixit, quelqu'un de la région. Après, je peux pas parler pour le reste de la France. Ah oui, non, ça. Mais il a perdu une pièce et voilà. Ça corrobore pas mal d'échanges que je peux avoir avec des vendeurs aujourd'hui qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien mettre en vente, mais ils se rendent compte que déjà le bien qui les intéresse n'est pas forcément encore disponible sur le marché. Tout à fait. Ou n'est pas à leur portée financièrement, et donc ils reportent leur projet. Et puis leur vente, la vente de leurs biens, ils se vendent pas peut-être aussi rapidement qu'avant. Non, ça c'est clair. Et avec pas non plus une grosse plus-value. Hein. Donc, la centrale de financement, donc c'est le prêt immobilier, mais c'est pas seulement ça. Non, c'est pas seulement ça. Ça peut être le rachat de prêt immobilier aussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, des rachats, on en fait beaucoup. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est pas possible. Mais en revanche, pour les prochaines années, il y a... j'espère. On aura une belle vague de rachats, j'espère. Ouais. J'espère, mais en tout cas, non, actuellement, évidemment, pas de rachat. Mais bon, on peut faire, des rachats un peu contraints. Vous savez, un divorce, il y a des soultes, par exemple. Oui. On rachète la part de l'autre conjoint. Donc ça, on peut faire. On peut faire également de l'assurance. Hein. On est habilité pour ça. On a tous notre Orias Assurance. Donc maintenant, voilà, on est sous la houlette de April et donc on a accès à tous leurs produits d'assurance. Mais bon, et clairement, hein, notre ADN, c'est le prêt immobilier. C'est le prêt immobilier. Ça reste le prêt immobilier, oui. Bon, on revient sur ce marché très spécifique de l'immobilier que je connais bien, qui est donc Nice et la Côte d'Azur. On a cette chance, c'est vrai que par rapport à d'autres grandes villes de France, c'est que les prix de marché affichés se maintiennent à un niveau très haut. Oui. Toujours. Oui. Même s'il y a des négociations, ça je peux en attester, très fortes, et des baisses de prix par palier. Oui, hein, c'est bien. Pour rattraper en fait le décalage. Cela dit, donc ça tire le marché vers le haut pour ce qui est du prêt immobilier. Oui, le prêt immobilier, disons que clairement, moi c'est ce que j'ai constaté, j'ai passé l'année dernière à voir des gens qui venaient faire ce qu'on appelle des calculs d'enveloppe, calcul de capacité de financement, où finalement ils repartaient déçus parce que les taux étant tellement hauts, ils s'attendaient à avoir accès, je sais pas moi, à 200 000, 250 000 euros de crédit, et puis non, en fait ils avaient beaucoup moins, donc ils étaient déçus, mais il y avait cette demande quand même qui nous venait du marché. Aujourd'hui, ça revient petit à petit, hein, mais aujourd'hui, on n'a plus. Les gens en sont totalement désabusés. Ils n'ont même plus envie de savoir, parce qu'ils savent que c'est pas possible. Ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Mais avec les beaux jours, avec les communications à droite et à gauche, les taux qui ont quand même clairement, tout le monde le sait, sont à la baisse, on a un renouveau. Mais c'est assez récent, ça date d'un mois et demi. Exactement. Bon, on verra ce que donnera cette séquence politique, politico-économique d'ailleurs, pour la France à la fin du mois de juin, début juillet. Ça aura sans doute un petit effet sur le marché immobilier. Vous et moi, on est tous... on suit le même cycle. On est tous liés, on est tous dans le même bateau. Complètement. Après, comme je disais au tout début, on a quand même bénéficié d'une époque bénie, donc il faut en être conscient, mais c'était pas aussi la norme. C'était pas normal de prêter de l'argent à zéro, c'est pas normal. Donc, je pense, 4,5, 5, c'était trop. Ouais. Peut-être que si on arrive autour de 3, 2,5, ça reste très raisonnable. Et là, le marché pourra se fluidifier. Pour moi, alors récemment, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on se disait que pour la fin de l'année, on arriverait à ces 3%, peut-être même en dessous. Voilà. Ça, c'est le message encourageant de ce début d'été. Merci beaucoup. Et avec les banques qui, clairement, ne sont pas les mêmes. Elles sont là, elles veulent vraiment, elles font tous les efforts nécessaires pour arrondir les angles, même pour les dossiers qui, avant, étaient un peu trop tendus et justes. Elles veulent vraiment elles-mêmes chercher des solutions pour accompagner ces gens qui avant n'avaient pas d'issue. Un exemple peut-être de bon dossier qui est passé là ces dernières semaines entre... En non-résident ? Oui, entre tes mains. Alors en non-résident, oui, qu'est-ce qu'on a les non-résidents, ils aiment bien acheter, bien souvent, ça, il y a de tout, mais en tout cas, c'est ce que je vois moi, c'est un couple d'Américains, Floride, finalement, ils cherchent à acheter à Nice, ça ne change pas beaucoup de chez eux. Ils achètent un 3 pièces avec une piscine à 2 pas de la mer. Quartier Nice-Ouest. Quartier Nice-Ouest, absolument. Ils aiment bien refaire. Donc, ils sont assez vieillots, mais ils s'en fichent. Ils rasent tout, ils recommencent tout. On peut même financer les travaux pour les non-résidents, donc il n'y a pas de problème. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des factures, mais c'est faisable. Ces personnes-là, ils ont... des seniors, des personnes déjà... Non, des jeunes quinquas. Des jeunes quinquas. Okay. Lui, chef d'entreprise,
Mais c'est mieux pour les banques si c'est un salarié. Mais bon, on a réussi à le financer en tant que chef d'entreprise. Il voulait mettre le minimum parce que les Américains adorent faire des emprunts. Cette personne-là, pour avoir vu ses comptes, il pouvait acheter cash. Et finalement, nos taux, contrairement à ce qu'on s'imagine, même à 4%, ils sont très intéressants par rapport aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, on est plutôt à 8, à 7,5-8. Donc, ravi de son taux à 4,10 sur 20 ans. Le dossier est très long pour un non-résident, ça date déjà de 3 mois. Bon, il avait eu ça, et voilà, il a mis ses 30% d'apport, c'était le minimum, et voilà, il a payé les frais, et tout le reste a été financé. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je pense que ça va être utile à la plupart des auditeurs qui s'intéressent à l'immobilier, qui aimeraient bien d'ailleurs faire une petite évaluation, estimation de leur pouvoir d'achat. Ah oui, on est là pour ça. Surtout les primos. Les primos, je fais une petite pub pour le neuf. Franchement, il y a des super occasions à faire. Il y a des occasions parce que les promoteurs, effectivement, font des opérations spéciales, des soldes. Ah ben, ils font des soldes, mais les banques aussi font des soldes sur les primos et sur la VFA. Donc c'est bien parce que ces jeunes-là, ils peuvent pas acheter dans l'ancien. Ils ont bien souvent pas assez d'apport. Ils peuvent pas payer les frais de notaire. Je suis d'accord. Et donc avec 2,5% de frais de notaire, voire 0, ils arrivent. Ils ont un pouvoir d'achat dans le neuf qui est bien supérieur que dans l'ancien. On en reparlera d'ailleurs de ce potentiel du marché immobilier neuf. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Christophe. Donc la centrale de financement, je vous recommande, c'est sur Nice et partout en France. Absolument. On a une 20aine d'agences dans toute la France. À très bientôt. Merci. Pour retrouver toutes les références de ce podcast et contacter directement votre hôte, l'agent Jean-Christophe Dimino, avenuegustave5.com. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.